Bonsoir, cette édition du 22 novembre a été préparée et est diffusée dans des conditions particulières. Ce sont des personnels administratifs, techniques et journalistes non grévistes qui ont participé à son élaboration. Le mouvement de grève entamé il y a une semaine à France 2 à propos de la réduction du temps de travail et du passage aux 35 heures a été reconduit ce matin à l'appel des syndicats CGT et SNJ-CFDT. Des négociations ont repris en fin d'après-midi. Elles sont toujours en cours. Elles doivent permettre notamment de résoudre les pertes de salaire entraînées par la diminution prévue des heures supplémentaires pour le personnel technique et administratif. Alors concernant l'actualité de ce lundi, nous évoquerons tout d'abord la sortie des 7 spéléologues du gouffre de Vitarel, près de Gramat, dans le département du Lot. Ils étaient bloqués depuis 10 jours. Jamais les sauveteurs n'avaient perdu espoir, arguant de la qualité de ces spéléos, de leur capacité de résistance, des vivres qu'ils avaient emportés pour tenir en cas d'incident. Les sauveteurs avaient raison. La nuit dernière, grâce à l'un des forages réalisés, ils ont pu remonter à la surface les 7 hommes. Un document exclusif que notre envoyé spécial David Bazier a pu se procurer permet de mieux comprendre les difficultés des sauveteurs et les conditions de survie des spéléologues, car il a été tourné à l'intérieur de la grotte pendant le sauvetage. Reportage David Bazier et Vincent Dubroca. À la sortie du puits, c'est une main qui se tend vers la délivrance. Yannick, l'un des 7 spéléos sauvés, a le sourire du bonheur à l'air libre. Yannick, tout va bien? Le fond pour Nico. Des images qui viennent du fond. À moins 38 mètres, c'était encore un peu l'enfer. Yannick attendait son sauvetage. Mine assurée, mais conscient d'être un miraculé. Dur. C'est une expérience qui se termine bien. Ça aurait pu être une catastrophe. L'homme à la barbe attend lui aussi la liberté. En bonne santé comme les autres, il tient à remonter en spéléo, à la corde, sans brancard. Une ascension périlleuse par des passages de 40 cm de diamètre. Chacun à leur tour, les rescapés quittent leur souricière par un trou de souris. Le bivouac était très bien, aucun problème, ils avaient bien prévu le coup, ils avaient fait un point chaud, aucun problème, ils avaient bien géré leur alimentation, c'était très bien. C'est-à-dire qu'au bout de 9 jours, il leur restait encore de l'alimentation? Oui. Pour 2 jours, parce que... 2 jours du carburant, même ils nous ont offert un gâteau du cake, d'ailleurs, nous leur avions porté l'alimentation, mais c'est vrai qu'ils avaient quand même pas mal d'alimentation. Ouais. Pendant toute la nuit, à raison de 1 par heure, les 7 miraculés sont sortis avec ce regard soulagé, un peu hébété par tant de lumière. C'est le départ vers l'hôpital de Figeac, la fin discrète d'un sauvetage sans précédent. Ce soir, les familles restées jusque-là dans l'ombre se sont exprimées par l'intermédiaire de leur porte-parole qui a souhaité rester anonyme. Toutes les familles pensent surtout aux spéléos qui eux ont été meurtris dans leur chair pour essayer de sauver leurs collègues. Seul vestige de cette semaine d'angoisse, un puits, un filet d'air libre, les 7 spéléos lui doivent la vie. Voilà, donc tout s'est bien terminé. Cette nuit, il était un peu plus de 2 h du matin. David Bazier, vous êtes en direct avec nous. Vous avez pu voir et assister à cette conférence de presse en fin d'après-midi. Quel est l'état de santé des spéléologues? Est-ce qu'on parle de sortie d'hôpital dès maintenant? On ne parle pas d'une sortie d'hôpital dès maintenant, elle serait pour demain. Alors derrière moi, c'est l'hôpital de Figeac où se trouvent actuellement les 7 rescapés. Alors dans l'après-midi, ils ont subi des tests bénins, des tests sanguins, des tests cardiaques. Et à leur arrivée, ils ne souffraient que d'une légère hypothermie. Mais il y a aussi, aspect important, l'aspect psychologique. Il faut savoir qu'ils ont vécu une expérience véritablement effroyable. Ils ont attendu à bord de canots sur une rivière en crue. Parfois l'eau montait et au-dessus d'eux, il n'y avait parfois qu'un mètre de plafond, qu'un mètre d'air. Vous imaginez, c'est effroyable. Alors maintenant, bien sûr, on fait très attention à leur mental. On sait qu'ils avaient un atout, c'est que c'était un groupe très uni, avec notamment, fait important, 3 membres d'une même famille. À l'hôpital derrière moi, ils ont été maintenus ensemble pour, si je puis dire, conserver cette force mentale. Et comme je vous l'ai dit, on attend leur sortie demain. Alors on va être un petit peu rabat-joie maintenant, car il faut parler du coût d'une telle opération. On l'a vu, elle est exceptionnelle. C'est la première fois qu'il y a eu autant de gens, autant de moyens déployés pour les sauver. Qui va payer? Alors, il faut être clair. Les moyens considérables, les forages,
ont sauvé la vie de ces 7 spéléos. Alors bien sûr, maintenant on parle du coût financier. Alors il n'y a pas de bilan d'établi, mais on a quelques chiffres. Ces chiffres ne sont pas très précis, mais on parle de 2 millions à 2,5 millions de francs. Alors bien sûr, ici, on espère un soutien, un effort financier de l'État, car les organisations de secouristes et les collectivités territoriales ne pourront pas assumer seules le coût des recherches. Il faut d'ailleurs savoir qu'en France, ça pose un problème, et dans certains départements, on ferme même des puits, on ferme des cavités, pour ne pas assumer un risque financier important. Alors, mais je crois qu'il faut, en matière de secours, insister sur un point, car les spéléos sont les seuls à autogérer leur secours. Pendant ces recherches, on a vu des centaines de bénévoles accourir de toute la France pour participer aux recherches. Alors ça, c'est quand même important. C'est la seule discipline qui autogère ainsi ses secours. Alors bien sûr, la fin est heureuse. On parle d'argent, mais les spéléos le signalent. Il y a chaque année moins de 30 opérations de secours, 30 opérations de secours par an, qui sont bien sûr sans commune mesure avec ce que l'on vient de vivre. Merci David. Dans la vallée du Rhône, les conséquences des intempéries de ces dernières 48 heures se font toujours sentir sur la circulation et la vie des habitants du Grand Sud-Est. Ce matin, l'autoroute A7 a été de nouveau fermée aux voitures, et ce afin de permettre l'évacuation des poids lourds. Selon un responsable du Centre régional d'information et de coordination routière, la chaussée est toujours glacée et les conditions de circulation restent très difficiles. Dans le sens sud-nord, les poids lourds sont autorisés à circuler en convoi, précédés de chasse-neige ce soir. L'A7 ne sera pas ouverte aux voitures avant demain matin, c'est ce qu'indique la préfecture de la Drôme. Et puis pour le syndicat FO des transports, la direction des autoroutes du Sud n'a à aucun moment su appréhender la situation, et le syndicat dénonce l'incapacité notoire de cette société. Par ailleurs, 5000 foyers resteraient privés d'électricité dans les Bouches-du-Rhône et dans le Vaucluse. Et depuis ce matin, le Mistral perturbe également la distribution d'électricité dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche. Dernier bilan des inondations dans le département de l'Aude. La préfecture à Carcassonne indique maintenant 33 morts et 2 disparus. Près de 2000 sapeurs-pompiers, membres de la sécurité civile, militaires et gendarmes sont toujours sur place. Plusieurs dizaines de ponts sont encore interdits à la circulation. En Algérie, l'assassinat ce matin d'Abdelkader Hachani, numéro 3 du Front islamique du salut, porte un coup très sérieux à la concorde civile voulue par le président Bouteflika et approuvée par référendum. Abdelkader Hachani se trouvait près du marché Nelson de Bab el-Oued, dans la salle d'attente de son dentiste, lorsqu'il a été la cible d'un tireur isolé. Âgé de 40 ans, cet homme qui disait affectionner la discussion et le dialogue fut l'artisan de la victoire du fils aux élections législatives de décembre 91, élections annulées par le pouvoir. Dès sa sortie de prison en juillet 97, Abdelkader Hachani jouait un rôle prépondérant dans les négociations entre l'armée algérienne et l'armée islamique du salut. Une trêve unilatérale de l'AIS concrétisa son action. Le 13 septembre dernier, nos envoyés spéciaux, ici, Thierry Tuillier et Christian Houtin, obtenaient pour la première fois un entretien avec Abdelkader Hachani, au cours duquel il le questionnait sur le recours à la violence. Vous pensez qu'il peut y avoir une reprise des violences? Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Mieux encore, je suis en train de tout faire. Je suis en train de tout faire, c'est ma conviction la plus profonde, pour convaincre les gens, pour faire en sorte que cette violence soit évacuée de façon totale. Paul-Marie de Lagorce, bonsoir. Bonsoir. Pour notre confrère l'hebdomadaire Jeune Afrique, vous vous êtes rendu encore récemment, vous êtes de retour d'Algérie, vous connaissez bien le président Bouteflika, le gouvernement, vous êtes très introduit dans les milieux de l'armée algérienne. Alors, quel était le rôle, l'importance d'Abdelkader Hachani? Hachani était l'un des hommes qui ont voulu faire dériver la mouvance islamiste algérienne, très radicale, très dure et très proche de l'action armée, vers une action politique, vers la transformation de l'ancien fils en un nouveau parti politique. Et dans la dernière période, il a été d'ailleurs un des lieutenants d'un de ceux qui ont été candidats à l'élection présidentielle, Ahmed Taleb Ibrahimi. Il ne faut pas se faire d'illusions. Peut-être à l'origine était-il lui aussi très proche des mouvements les plus durs et les plus radicaux, chacun a son avis là-dessus, mais il a servi de pont, indiscutablement, entre les diverses tendances. Et dans la situation actuelle, celle où on essaie, comme vous le savez, d'obtenir la reddition d'un grand nombre de gens engagés dans les groupes armés, eh bien, dans cette situation, il joue certainement le rôle d'intermédiaire auprès des familles, par exemple, qui ont des membres à eux dans les groupes armés, auprès de quelques-uns de ceux qui sont encore engagés dans la lutte armée. C'est ce rôle qui, probablement, lui a valu d'être tué par ceux qui veulent faire échouer, naturellement, cette tentative de concorde civile. On peut penser
penser qu'il y a dans l'armée des éradicateurs, des gens qui sont opposés à toute réconciliation. On peut penser qu'il y a aussi des islamistes opposés à la concorde civile voulue par le président Bouteflika. Quelle est l'hypothèse qu'il faut privilégier ou faut-il être prudent ? Il faut sûrement être prudent, mais je dois dire, expérience faite et information recueillie, que l'ensemble des chefs militaires algériens souhaitent la réussite de l'opération de concorde civile. En réalité, quelques-unes des propositions de la concorde civile, c'est-à-dire des propositions de réédition, mais avec toutes sortes de conditions, étaient préparées par l'état-major avant même d'être officialisées par le président Bouteflika. Et vous vous rendez compte que c'est très important pour les chefs militaires d'essayer d'obtenir la reddition du plus grand nombre possible de membres ou de sympathisants des groupes armés, de manière à isoler ceux qui, de toute façon, allaient continuer la lutte armée. Donc, si je comprends bien, pour vous, c'est plutôt des gens proches des islamistes, de l'AIS, du GIA ? Je crois que cet assassinat prend très exactement place dans la série des attentats très meurtriers dont nous sommes les témoins depuis quelques semaines. Pendant que j'étais en Algérie, ces jours-ci, je suis rentré hier, il y en a eu de très violents et de très significatifs. 120 morts depuis le début du mois d'octobre. Depuis le début du mois d'octobre. Et les deux groupes principaux, celui qui est sur les pentes nord du Tchurdjura et qui frappe le long de la côte kabyle, celui qui est du côté de Blida, sont des groupes qui veulent faire échouer le flux de reddition qui malgré tout se produit. Environ 1200 à 1300, si vous voulez, il y a encore une dizaine de jours, peut-être un peu plus maintenant. Ils veulent donner un coup d'arrêt à ce mouvement de reddition. Les attentats récemment commis, les massacres, visent à durcir le climat de manière dramatique, et il est tout à fait logique à cet égard qu'ils aient frappé Yachani, qui sans aucun doute servait de relais, d'intermédiaire pour faciliter ces redditions. Cet assassinat va encore compliquer la tâche du président Bouteflika, qui n'a toujours pas composé son gouvernement, dont on dit qu'il est en bisbille avec certains éléments de l'armée. Je crois que le président Bouteflika, à mesure que le temps a passé, il n'a pris aucune décision significative, n'a pas formé de gouvernement, pas présenté de réforme, c'est vrai, mais tous les épisodes récents montrent que son projet politique s'oppose de manière évidente à la mouvance islamiste. Tous les épisodes vont dans ce sens-là. Sa tâche n'est donc pas facile, mais il ne veut certainement pas compromettre sa tentative de concorde civile en heurtant trop brutalement pour le moment le mouvement islamiste, mais l'armée le soutient, sinon il ne pourrait pas continuer son expérience. Merci Paul-Marie de Lagorce. Le gouvernement jordanien a procédé à l'expulsion hier de 4 dirigeants du mouvement intégriste palestinien Hamas. Les 4 hommes ont été expulsés vers le Qatar, où leurs activités politiques seront interdites. En Israël, à Jérusalem, à Bethléem et à Nazareth, les églises chrétiennes gérées par les catholiques romains, les grecs orthodoxes ou encore les arméniens s'opposent au projet de construction d'une mosquée jouxtant la basilique de l'Annonciation à Nazareth. Et pour bien marquer leur opposition à ce projet, approuvé pourtant par le gouvernement israélien de M. Barak, les églises chrétiennes ont fermé pour 2 jours les lieux saints de Terre Sainte. L'autorité palestinienne leur a apporté son soutien, manifestant ainsi son souhait d'éviter tout antagonisme entre chrétiens et musulmans à propos de ces lieux saints. Dans le Caucase, en Tchétchénie, l'armée russe a poursuivi ses tirs de missiles sol-sol et ses bombardements. 10 personnes auraient été tuées dans la ville d'Aftouri. Mais selon les chefs d'état-major russes, son armée ne lancerait pas d'assaut sur la capitale tchétchène Grozny, qu'elle encercle pourtant à 80%. En France, au lendemain du premier tour de l'élection pour la présidence du RPR, qui a vu Jean-Paul Delevoye arriver de peu, en tête devant Michel Alliot-Marie, c'est un autre gaulliste qui prend la parole, plus exactement la plume. Jean Tibéry explique dans le journal Le Monde pourquoi il reste à son poste, pourquoi il ira jusqu'au bout de son mandat de maire. Cependant, la séance du Conseil de Paris ce matin fut plutôt houleuse. Les Verts ont demandé aux conseils municipaux de gauche de démissionner pour provoquer des élections municipales anticipées. Reportage Laurent Hakim et Valérie Lucas. Nouvelle scène de ménage au Conseil de Paris. La polémique sur une police municipale suffisait pourtant à entretenir la foire d'empoigne entre les élus. Mais les écologistes sont venus semer le trouble à gauche. Dans une lettre à leurs partenaires de l'opposition plurielle, les Verts proposent une démission en bloc de la gauche pour provoquer des élections municipales anticipées. Les affaires de la ville de Paris ont atteint un point de non-retour et il n'est pas question d'attendre encore 18 mois ou même 14 mois pour que les Parisiens et les Parisiennes puissent prendre la parole et s'exprimer sur l'ensemble du discrédit de la ville de Paris et de ses élus. L'idée fait long feu au sein de la gauche plurielle. L'initiative des écologistes est même à 2 doigts de faire sourire Georges Sarr. Je pense que c'est une blague. C'est le bazar. C'est à droite. Donc, si la gauche plurielle démissionnait, qu'est-ce que ça changerait? Ceux de droite ne démissionneraient pas.
Une réaction qui fait l'affaire du maire de Paris, déterminé à aller au bout de son mandat, comme il l'explique ce même jour à la une du Monde. L'occasion est trop belle pour Jean Tibéri de renvoyer la gauche à ses propres divisions. C'est des problèmes de politiciens qui ne sont pas très sérieux. Lorsque nous travaillons, nous, dans l'intérêt des Parisiens, on voit bien les bagarres intérieures, internes à l'opposition municipale et à la majorité nationale. Je crois que là, il ferait mieux de travailler sur le fond des sujets qui intéressent les Parisiens. Dans le huis clos municipal, toujours interdit aux caméras, les incidents de séance se multiplient et la droite se chamaille encore. La séance est suspendue. Non mais attendez, il n'y a pas d'incident, il n'y a pas d'incident. D'autres heures chaudes s'annoncent à l'hôtel de ville d'ici Noël. À la mi-décembre, on votera le budget municipal et le même jour, Xavier Tibéri sera jugé en appel pour son emploi présumé fictif dans l'Essonne. Une cour d'assises spéciale à Paris, composée uniquement de 7 magistrats, jugeait à partir d'aujourd'hui un militant nationaliste corse, Charles Santoni. Il est accusé du meurtre d'un policier commis en avril 1996 à Ajaccio. Outre le policier tué, il y a eu un autre militant, Jean-Luc Orsogne, qui trouva la mort dans une fusillade dont les circonstances sont mal éclaircies. Et puis ce matin, le FLNC Canal Historique a revendiqué 3 attentats contre des bâtiments publics et d'autres actions commando contre des résidences secondaires commises ces dernières semaines. Puis les jurés de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle à Nancy doivent se prononcer cette semaine sur un meurtre et un viol commis en 1984 près de Pont-à-Mousson. 2 hommes sont dans le box des accusés, dont Francis Holm, déjà plusieurs fois condamné. C'est en effet son 5e procès d'assises, on le voit ici à gauche. Très nombreux mouvements de grève à propos de la réduction du temps de travail, des 35 heures ou des salaires. Tout d'abord dans les transports en commun. À Marseille, s'il s'agit après 6 jours de grève, d'une grève qui avait été engagée pour des problèmes de salaire, il y a un retour à la normale qui est prévu pour demain matin. La direction de la RTM, la Régie des transports marseillais, annonce des mesures pour dédommager les abonnés. Les syndicats ont obtenu une augmentation progressive des salaires d'environ 5% et la création de 73 postes de contrôleurs nécessaires pour des raisons de sécurité. On retrouve des revendications qui elles sont liées aux 35 heures dans la grève menée dans les transports en commun à Lyon. Commentaire Jean-Bernard Schmitt. Voilà 6 jours que les conducteurs lyonnais n'avaient pas repris le volant de leur bus. Aujourd'hui, ils se sont remis progressivement au travail, la fin d'un conflit de près d'1 semaine portant sur les 35 heures. L'accord, intervenu hier soir, prévoit une réduction du temps de travail avec maintien des salaires. Il est jugé satisfaisant, mais les syndicats veulent rester vigilants. Il va falloir continuer à donner une explication aux salariés parce que c'est quand même un enjeu important. Ça représente 25 emplois dans l'entreprise qui ne sont pas créés. Ça représente une détérioration des conditions de travail. Pour nous, l'affaire n'est pas finie. Reprise votée également à Marseille. Ici, les conducteurs de bus n'étaient pas en grève pour les 35 heures, mais pour les salaires. Ils dénonçaient aussi les agressions dont ils sont victimes et ont obtenu la création de 73 postes de contrôleurs pour lutter contre la violence sur le réseau. Pour nous, la fraude est un phénomène qui incite aux agressions. C'est-à-dire, si on fait diminuer le taux de fraude dans les bus, il y aura certainement le taux d'agression qui diminuera. Nous savons très bien que nous ne serons jamais à 0%, hein, ça c'est possible. Immobilisés depuis 1 semaine, les bus ont recommencé à circuler dans l'après-midi. Le trafic devrait être redevenu totalement normal demain matin. En revanche, aucun bus ne circulait ce matin dans l'agglomération de Dunkerque à la suite d'une grève décidée pour protester contre une série d'actes violents commis sur le réseau des transports en commun. Les pompiers de Strasbourg, au nombre de 300, manifestaient aujourd'hui pour réclamer le classement de leur profession en catégorie dangereuse et insalubre. Demain, ils doivent observer une grève totale avec réquisition sur l'ensemble du territoire français, et ce, à l'appel des syndicats CGT, CFDT et FO. L'Irak cesse ses exportations de brut par le port turc de Ceyhan en rejetant la prolongation du programme voté par les Nations Unies, programme appelé pétrole contre nourriture. Depuis quelques jours, les cours du pétrole dans le monde sont en très nette hausse. Les prix ont doublé en 1 an et ça devrait continuer avec une répercussion inévitable à la pompe pour les automobilistes. Commentaire Émilie Lançon. Le carburant, après les salaires, c'est ce qui coûte le plus cher aux transporteurs. Remplir un camion de 350 litres comme celui-ci coûte 1200, 1300 francs avec le plein. C'est 20% de plus qu'en janvier dernier. La facture est salée. Un camion de ce genre consomme 38 litres au 100 km. Il parcourt 10 000 km par mois. Donc il va consommer 3800 litres de gasoil. Une hausse de 1 franc, ça vous fera par mois 3800 francs de plus.
Pour les automobilistes, le prix du sans-plomb par exemple est passé de 5,89 francs en moyenne en janvier dernier à 6,59 francs aujourd'hui. Concrètement, un plein de 40 litres vous coûte 25 francs plus cher qu'il y a un an. Si le prix du carburant augmente, c'est que celui du pétrole flambe. En moins d'un an, le prix du baril de brut est passé de 10 $ à plus de 26 $ aujourd'hui. Un niveau jamais atteint depuis la guerre du Golfe en 91. Pourquoi ? Parce que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole demande à ses membres de ne pas écouler tout leur stock pour faire grimper les cours. Pour l'OPEP, il s'agit de rattraper une partie du manque à gagner subi en 98. Une fois que cela sera fait, je suis persuadé qu'au sortir de l'hiver, l'OPEP va corriger l'offre par rapport à la demande de manière à ramener les prix dans une fourchette beaucoup plus stable et plus modérée. Le prix du baril de brut devrait donc retomber et retrouver un cours normal autour de 20 $. D'ici là, certains n'excluent pas de le voir s'envoler et approcher les 30 $. Le ministère de l'Agriculture annonçait ce matin qu'un nouveau cas d'encéphalopathie spongiforme bovine avait été décelé dans le département de la Savoie, sous la porte à 26. Le nombre de cas de maladie dite de la vache folle en France depuis le début 99 pour un cheptel d'environ 21 millions de bêtes. Ce soir à Bruxelles, Jean Glavany a annoncé qu'il saisirait en urgence l'Agence française de sécurité sanitaire pour donner un nouvel avis sur la levée de l'embargo sur le bœuf britannique. Aux États-Unis, depuis plus d'une semaine, des réunions d'information se multiplient sur les OGM. Les opposants à ces produits génétiquement modifiés reçoivent ce soir, à New York, le renfort de José Bové, venu une semaine avant le sommet de l'Organisation mondiale du commerce qui se tiendra à Seattle en début de semaine prochaine. Sans doute impressionnés par la mobilisation européenne contre les OGM, les Américains tiennent un autre discours, plus rassurant. Et les agriculteurs paraissent prêts à renoncer ou presque à vendre leur maïs transgénique. Mais on en est encore loin. Ainsi, à Des Moines, dans l'état de l'Iowa, notre correspondant permanent Étienne Lénart, avec Aaron Diamond, a pu visiter un laboratoire très en pointe en matière transgénique. Bienvenue dans un monde où la carte génétique du grain de maïs se dessine au robot. Un monde d'où sortent chaque année de nouvelles variétés de plantes transgéniques, de graines capables de résister aux plus insolents des insectes. Bienvenue chez Pioneer, premier producteur américain de semences de maïs. Un monde où les réticences européennes à l'égard de ces produits sont en apparence balayées d'un revers de la main. C'est toujours beaucoup plus facile de faire peur aux gens que de les convaincre qu'un produit est sans danger pour la santé. Surtout pour tout ce qui est nouveau. C'est nouveau, donc c'est tout de suite suspect. Les premiers signes d'inquiétude se manifestent ici. À 1 heure de route des laboratoires de Pioneer, Bill et Joe Horan s'interrogent. Ces descendants d'immigrants irlandais produisent depuis 4 ans 50% de maïs transgénique. Plus besoin d'insecticides, des coûts de production réduits. Mais si ce maïs-là ne convient pas à l'Europe, 30% de leur marché, il faudra bien s'adapter. Notre boulot, c'est de produire des épis de maïs que les consommateurs acceptent de manger. Il faut donc produire aussi un maïs dont les Européens seront satisfaits. À mon avis, dans les années qui viennent, on plantera moins de maïs génétiquement modifié. En fait, le problème est simple. Nous produisons pour un marché. Si les exigences de ce marché changent, eh bien nous changerons avec elles. Ce ton-là est nouveau dans les campagnes américaines. La crainte, c'est que l'opposition européenne aux produits génétiquement modifiés ne devienne contagieuse. Certes, il reste de la marge, mais sous les lampes chauffantes des serres du groupe Pioneer, germe un discours nouveau, une offensive marketing plus agressive et parfois un peu naïve, pour convaincre l'Europe. On ne peut jamais garantir que tout ce que nous faisons dans notre vie quotidienne est absolument sans risque. Ce que je dirais aux Français, c'est qu'en ce qui concerne les aliments génétiquement modifiés, le risque est vraiment minimum. L'enjeu financier est colossal et déjà la recherche s'oriente plus directement vers le consommateur pour produire des aliments miracles, la carotte anti-rides par exemple, dont les vertus supposées pourraient, pense-t-on aux États-Unis, faire voler en éclats les réticences des sceptiques. Du sport du tennis, la nuit dernière c'était à New York, l'américaine Lindsay Davenport a remporté, la voici, a remporté les Masters féminins de tennis en battant la Suissesse Martina Hingis. Davenport a terminé par un ace après 61 minutes de match. Vous allez voir la balle de match, je pense. La voici. C'est la deuxième fois que Davenport bat Martina Hingis en 2 finales disputées récemment.
Des alpinistes français, membres de la Fédération nationale, sont actuellement en Chine. Ils sont plus précisément dans la région de Anhui, dans un massif montagneux considéré comme un site sacré. Avec la permission des autorités chinoises, les alpinistes français, spécialistes de haute montagne, mettent en place une initiation destinée à des jeunes Chinois. Initiation dont nos correspondants permanents à Pékin, Isabelle Bécher et Tristan Lebras, ont été les témoins. La Chine compte 5 montagnes sacrées, au lieu de pèlerinage taoïste séculaire. Le Huashan est l'une d'elles. 2180 mètres de granit en 70 000 marches pour mériter son bonheur ou graver un vœu sur un cadenas. Pour ma femme et pour ma fille, 10 000 ans de bonheur. Gravir les pics de granit, c'est aussi un métier. Celui des portefaix, ce sont des hommes du cru qui ont le pied sûr. On est là pour servir les touristes, pour faciliter leur confort. On leur montre de la nourriture, des produits. 7 heures pour monter, 4 pour descendre, 50 kilos sur l'épaule. Officiellement, les pèlerins sont des touristes. N'allez pas dire que ces cadenas sont des ex-voto. Et pourtant, on brave bien des dangers pour atteindre la passe du cadenas d'or. Après avoir passé cette porte, on peut monter au ciel. Dans notre tradition, il y a 3 sortes de cadenas. Le cadenas d'amour éternel, le cadenas de la paix et celui qui porte bonheur. Le Huashan est aussi un but d'excursion pour les écoles de la région. Ces lycéens sont accompagnés d'alpinistes français qui vont les initier à l'escalade. Les 3 guides ont d'abord ouvert des voies en forant le granit pour sceller des pitons. La montagne était vierge, tout était à faire. Voilà, là c'est bon. Travaux pratiques. Daniel montre comment on peut se permettre une défaillance quand un camarade est là pour vous assurer. Serge, le chef de mission, donne quelques conseils de base. Les adolescents vont escalader leur montagne à la française avec des cordes, baudriers et chaussons d'escalade offerts par la Fédération française de la montagne. Je savais que nous les Chinois on arriverait aussi à grimper. J'en avais vraiment envie. Mais si j'y étais pas arrivé, j'aurais perdu la face. Ça m'a stimulé pour arriver en haut. À la descente, j'étais vraiment effrayée. Mais petit à petit, grâce aux encouragements des copains, je n'ai vraiment plus eu peur. C'est pour lancer l'escalade dans la région que les Français ont été invités. J'espère que les élèves viendront régulièrement, peut-être pourquoi pas pendant leur séance de gymnastique, ils pourront venir ici s'entraîner et ça peut être le début. L'avenir ici de cette activité se situe au niveau des élèves en tout cas. Les voies d'escalade ouvertes par les 3 Français doivent contribuer à l'évolution touristique du Shanxi et le potentiel est considérable dans ce massif de parois granitiques. Au sommet de la montagne, cependant, les moines taoïstes restent imperturbables dans leur temple à plus de 2000 mètres d'altitude. Ces 3 rochers là-bas, on les appelle les rochers des 3 seigneurs. Les moines se passent de baudriers et de cordes. Ils se contentent des marches taillées dans la roche voilà 500 ans. Ou de ces planches qui courent le long de la paroi pour atteindre leur ermitage accroché dans le ciel. Des images de Tristan Lebras. Un nouveau journal dans les kiosques, c'est celui-ci pour tous les amateurs de polar. C'est le premier mensuel qui est entièrement consacré à l'univers du polar. 12 francs, mensuel numéro 1 de polar. Ce sera tout pour l'actualité de ce 22 novembre. Dans cette édition qui a été, je vous le rappelle, préparée et diffusée par des personnels administratifs, techniciens et journalistes non grévistes, alors qu'un mouvement de grève concernant le passage aux 35 heures affecte toujours France 2. Il y a actuellement des négociations en cours. Et puis on vient d'apprendre que la CGT, qui était le dernier syndicat à poursuivre la grève à France 3, appelle ce soir à reprendre le travail une semaine après le début d'un mouvement qui a donc touché France 3. Nous n'avons pas encore décidé si nous allions participer aux négociations sur les 35 heures à partir de mercredi, vient de dire le délégué CGT de France 3. Dans quelques instants, la météo avec Nathalie Riouet, puis Jean-Luc Delarue. À demain 20h. Bonsoir. Merci.